Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. Le salarié, placé en arrêt maladie pendant ses congés payés, a désormais droit à ce qu'il soit reporté. C'est ce qu'indique un arrêt de la Cour de cassation qui met ainsi la France en conformité avec le droit européen. Mais qu'est-ce que cela implique pour le patronat? C'est le sujet d'une table ronde organisée au Sénat. Je vous laisse suivre les échanges. Bien, mes chers collègues, nous allons débuter notre commission avec un petit peu de retard. Alors, d'abord, bienvenue à certains visages. Il y a déjà quelques mois que nous n'avons pas forcément croisé tout le monde, donc c'est l'occasion de vous saluer et j'espère que nous allons rentrer dans une période active de travaux au Sénat. Nous allons attendre les quelques jours qui viennent pour savoir où on en sera dans nos démarches. Alors, concrètement, ce matin, nous organisons une table ronde sur les conséquences des décisions jurisprudentielles récentes en matière de droits relatifs aux congés payés. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est retransmise en direct sur le site du Sénat et sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Ces 2 dernières années, plusieurs arrêts importants sont intervenus en la matière. L'un en septembre 2023, relatif à l'acquisition de congés durant les périodes d'arrêt maladie. Et 2 autres, le mois dernier, relatifs d'une part à la possibilité de reporter ces congés payés si un arrêt maladie survient lors d'une période de congé, et d'autre part à la nécessité de prendre en compte les jours de congé dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il s'agissait dans chacun de ces cas, selon la Cour de cassation, de mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Ces évolutions jurisprudentielles ont néanmoins suscité des réactions des représentants des entreprises. Il a donc semblé utile de faire un point sur ce sujet. Et donc je remercie pour leur présence M. Jean-Guy Huglot, conseiller doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. Pierre Ramin, directeur général du travail, Mme France-Henri Labordère, directrice générale adjointe du MEDEF, responsable du pôle social, M. Éric Chevet, vice-président chargé des affaires sociales de la CPME, et Mme Laurence Breton-Kenny, j'espère que je prononce bien, Cuini, vice-présidente déléguée de l'Association nationale des DRH et directrice des ressources humaines d'AFNOR. Je vais sans plus attendre vous laisser la parole pour un propos introductif dans lequel, tout d'abord, la Cour pourra développer le fondement de ces récentes décisions. La Direction générale du travail ensuite et les organisations représentées pourront davantage insister sur les conséquences de ces décisions. Les membres de la Commission qui le souhaiteront pourront ensuite vous interroger pour pouvoir échanger avec les différents sénateurs ici présents. Voilà. Je vais tout d'abord, Monsieur Huglot, vous laisser la parole pour lancer le sujet. Et donc, la Cour de justice définit la période de congé payé comme étant une période de détente et de loisirs pour le salarié. Et donc, elle considère que lorsque le salarié est malade, il y a une autre cause de suspension de l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire qu'en fait, il restaure sa santé. Et que donc le salarié ne peut pas être en même temps dans 2 causes différentes avec des objectifs complètement distincts de suspension de l'exécution du contrat de travail. Donc, où il est en congé payé avec une période de détente et de loisirs, où il est dans l'arrêt maladie pour restaurer sa santé. Ce qui explique que dans l'arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit si le salarié est en période de congé, donc en période supposée de détente et de loisirs, et que néanmoins il tombe malade durant ses congés, à ce moment-là, la suspension en quelque sorte de l'exécution du contrat de travail a un autre objectif qui est de restaurer sa santé, et du coup, les congés payés sont suspendus et le salarié a droit au report de ses congés payés. L'arrêt est très simple, il est très clair, il fait 4 pages, ce qui est très court pour un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc nous, évidemment, à la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2012, on avait bien conscience que notre jurisprudence traditionnelle était complètement en porte-à-faux et désormais incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice. Mais comme personne ne nous a jamais posé la question jusqu'à cette année, évidemment, on n'a jamais eu l'occasion de se prononcer de nouveau sur la question. D'ailleurs, j'observe qu'il n'y a aucun arrêt de la Chambre sociale postérieure à 2012 qui aurait fait application de la jurisprudence antérieure, puisque personne ne nous a posé la question. Si on avait maintenu notre jurisprudence ancienne, la violation grave et manifeste du droit de l'Union européenne était très claire. D'abord parce que, comme je l'ai dit, l'arrêt de 2012 est très simple et très
clair. Ensuite, le directeur général du travail pourra vous le confirmer, depuis 1 an, le site du ministère du Travail recommande aux entreprises de ne plus faire application de la jurisprudence de la Chambre sociale traditionnelle, mais de faire application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et en plus, comme vous le savez, un recours en manquement, en tout cas une procédure en manquement, a commencé à être engagée par la Commission européenne le 18 juin dernier en adressant une mise en demeure au gouvernement français. Donc je n'imagine pas une seule seconde mes collègues de la première chambre civile, malgré toute l'amitié qu'ils ont pour leurs collègues de la chambre sociale, venir dire qu'il n'y aurait pas eu de violation grave et manifeste du droit de l'Union européenne du fait de la jurisprudence de la chambre sociale. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous n'avions aucune marge de manœuvre. Alors quand même, nous avons prévu un certain nombre de garde-fous. Donc, le premier, qui ne vous aura pas échappé, qui figure et dans l'arrêt, et dans la notice explicative, et dans le communiqué de presse, c'est qu'il faut bien entendu que le salarié ait notifié à l'employeur, durant ses congés payés, un arrêt maladie. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'il le notifie dans les 48 heures, puisque c'est le délai qui est prévu du point de vue réglementaire. Notre idée, évidemment, était que si l'employeur a des doutes sur la justification médicale de cet arrêt maladie, il puisse provoquer une contre-visite par un médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça, c'est évidemment un point absolument fondamental. La seconde chose, c'est que j'ai pris la précaution de ne pas rendre l'arrêt avant le mois de juillet, alors que ça aurait été parfaitement possible, et de le rendre le 10 septembre pour laisser quelque temps à s'accoutumer à la règle nouvelle, en tout cas après cet été-ci. Mais bon, c'est nos délais normaux, même 10 septembre, c'est nos délais normaux de publication de l'arrêt. Et puis ensuite, je pense qu'il ne devrait quasiment pas y avoir d'effet rétroactif de fait, parce que, évidemment, comme on a subordonné l'application de la règle au fait que le salarié ait notifié à l'employeur un arrêt maladie durant sa période de congé et que jusqu'ici, y compris les salariés, étaient persuadés de la règle inverse, a priori, ça doit être absolument rarissime. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier arrêt du 10 septembre. Il y a l'autre arrêt qui concerne le mode de calcul des heures supplémentaires. Donc là, c'est une problématique un peu différente, puisque nous avons cette fois un texte du Code du travail, qui est l'article 31, 21, 28 du Code du travail, qui dit que, comme vous le savez, l'horaire légal hebdomadaire, c'est 35 heures, et donc il y a heures supplémentaires si le salarié, durant la semaine, fait plus de 35 heures. Sauf que le texte précise que c'est 35 heures de travail effectif. Et donc, si le salarié qui a fait des heures supplémentaires en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., prend une journée de congé le vendredi, comme la journée de congé va venir en déduction du nombre d'heures de travail effectif, il va perdre son droit à majoration d'heures supplémentaires, alors qu'il aura fait des heures supplémentaires en début de semaine, puisqu'il va parvenir en dessous des 35 heures. Alors, ce système, ou le système similaire qui existe en droit allemand, en sachant qu'en droit allemand, en plus, la période de référence des heures supplémentaires, c'est pas la semaine, c'est le mois, a été condamné par la Cour de justice, cette fois dans un arrêt beaucoup plus récent, du 13 janvier 2022, en disant ça dissuade le salarié de prendre ses congés payés, puisque s'il a fait des heures supplémentaires en début de mois, sa période de congé va venir en déduction, et du coup il va perdre son droit aux majorations d'heures supplémentaires, alors qu'incontestablement il a effectué des heures supplémentaires. Merci monsieur le Président, et bonjour à toutes et tous. Peut-être juste en complément voilà, des indications que Jean Guiglo vient de vous donner, peut-être juste un point effectivement pour rappeler que ces arrêts interviennent dans un contexte où on a été destinataire d'une mise en demeure de la Commission liée à un contentieux individuel. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à un contentieux pratique en droit interne. Cette mise en demeure, elle avait été précédée d'abord de contacts informels qui nous avaient amenés, conscients de la fragilité du cadre juridique par rapport à la compatibilité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à mettre une information sur le site du ministère
recommandant de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, mais qui a été jugée en pratique insuffisante comme information par la Commission, qui nous a adressé cette mise en demeure. Peut-être auquel nous sommes en train de répondre, et nous répondre d'une double manière. D'une part, effectivement, en indiquant le sens de la décision, des arrêts de la Cour de cassation, et par ailleurs en indiquant, et je pense que ça n'a pas forcément été totalement conscient, mais en réalité, depuis l'adoption de la loi DADU du 22 avril 2024, notamment l'article 37, qui était fait pour répondre aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, on a également consacré donc, dans cette loi indirectement un droit au report des congés payés ne pouvant être pris en raison d'un arrêt maladie. On a l'article L 3141-5 du Code du travail qui dispose que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'entraînant pas un caractère professionnel sont considérées comme des périodes effectives pour la détermination du droit à congé. Et il n'y a aucune précision n'est apportée à cet article sur la date à laquelle survient l'arrêt. Et donc, il a pour effet de s'appliquer à tous les arrêts de travail, y compris ceux qui surviennent pendant les congés payés. Et par ailleurs, et toujours de la même manière, à l'article 31, 41, 19, 1 et 2 du Code du travail, toujours créé par cette loi, on précise que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés payés pour cause de maladie, il bénéficie d'une période de report sans distinction selon la date à laquelle l'arrêt de travail survient, y compris si c'est pendant une période de congés payés. Voilà, donc peut-être un point je voulais attirer votre attention sur ce point. Évidemment, les faits à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation portent sur des dispositions, sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi DADU, mais c'est donc un élément supplémentaire que je voulais vous apporter en visibilité sur l'état du droit. Peut-être juste en complément pour dire deux choses sur l'impact de ces arrêts pour les entreprises, et d'abord sur celui donc, qui concerne le report des congés survenus à l'occasion d'un arrêt maladie. Peut-être dire que d'abord, effectivement, cette incompatibilité de notre droit interne, elle avait été assez bien identifiée. Ça nous avait amené à mettre cette information sur le site du ministère. Quand on se plonge aussi dans la doctrine juridique, donc ce n'est pas les pratiques des entreprises, mais cette fragilité était assez largement identifiée. Je pense que sur la portée, quand même, un point fort par rapport à ce qu'on a connu il y a 2 ans, suite aux arrêts de septembre 2023, c'est qu'on n'a pas de situation antérieure lourde à régler. Il y a 2 ans, vous vous en souvenez, compte tenu de la durée d'incompatibilité et le caractère en fait rétroactif de l'application de la jurisprudence, il y avait une vraie inquiétude sur cette situation passée qui a amené le législateur à intervenir pour en limiter l'impact. Ici, ça a été rappelé par Jean-Guy Huglot, le fait que l'arrêt de travail doit être prescrit et notifié à l'employeur. C'est une double garantie qui, en pratique, rend impossible l'application de fait du bénéfice de la jurisprudence aux situations passées. Peut-être deuxième point que je voulais aussi partager avec vous sur l'arrêt, sur le calcul des heures supplémentaires. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a aussi une limitation. Alors l'arrêt parle de ce qui est décompte hebdomadaire, ne traite pas de la situation des autres modes de décompte du temps de travail. Et en pratique, les heures supplémentaires dites structurelles, c'est-à-dire celles effectuées chaque semaine par un salarié dans une entreprise, parce que le régime horaire est de 38 heures, 39 heures et pas de 35 heures, ne sont pas concernées par le bénéfice de la jurisprudence, parce qu'en pratique, pour toute une série de raisons, notamment le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, les logiciels de paye sont déjà configurés pour assimiler les durées de congé, les jours de congé dans les périodes de semaine classique, pour que ces heures supplémentaires soient majorées. Et donc en pratique, c'est uniquement les heures ponctuelles sur les entreprises qui sont en régime de décompte hebdomadaire que la jurisprudence aura un impact
aura un impact direct. Je voulais aussi vous l'indiquer. Et puis peut-être le dernier point aussi en complément que je voulais partager avec vous. Nous, on a regardé ce qu'il en était dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne, puisque c'est quand même une situation qui renvoie en fait à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et son interprétation de la directive temps de travail. En fait, l'ensemble des droits, on n'a pas finalisé le tour de l'ensemble des États membres, mais enfin, sur un échantillon très significatif des États membres. L'ensemble des États membres ont un droit conforme, alors sous réserve des particularités du système allemand qui ont été indiquées. Et voilà. Et de ce point de vue-là, on était dans une situation de fait identifiée qui nous amène à être en conformité et à nous aligner avec ce qui est pratiqué dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole tout d'abord au MEDEF. Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous donner l'occasion de pouvoir réagir donc à ces deux nouveaux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Alors, vous avez évoqué, Monsieur le Président, la réaction des organisations patronales. Alors évidemment, Monsieur le doyen a expliqué ce qui avait présidé à ces deux arrêts et nous ne contestons pas le raisonnement juridique qui a conduit à ces arrêts. En revanche, ce qui nous pose évidemment un gros problème, et je vais expliquer pourquoi, c'est que ces arrêts sont très mal perçus par les entreprises, les employeurs, car ils s'inscrivent d'abord, ça a été rappelé, à la suite des arrêts de septembre 2023 qui avaient donné lieu donc à la loi DADU d'avril 2024, donc qui déjà avait envoyé un premier signal négatif aux chefs d'entreprise s'agissant du travail, de la valeur travail, et ensuite ils s'inscrivent aussi dans un contexte qu'on connaît sur l'augmentation très importante des arrêts maladie constatés depuis la fin du Covid, puisque je regardais les derniers chiffres, entre 2010 et 2019, nous étions sur une croissance annuelle des arrêts maladie de 2,3%, et depuis la période 2019-2023, on est passé à une croissance de 3,9% des arrêts maladie. Donc évidemment, il y a eu l'effet Covid sur 2020-2021, mais le nombre des arrêts maladie reste à un niveau très élevé. Donc il y a une part qui est liée au vieillissement de la population, on le sait, mais il y a une part aussi qui peut interroger, et le coût des indemnités journalières s'élève quand même en 2023 à plus de 10 milliards d'euros. Donc tout ça pour poser évidemment des éléments de contexte qui expliquent que la perception de ces deux nouveaux arrêts soit très négative du côté des entreprises, parce que évidemment ça envoie un signal assez négatif sur le travail, la valeur travail, dans un environnement économique qui est évidemment extrêmement concurrentiel. Et alors que l'ensemble des rapports mettent en avant le fait que nous souffrons en France d'un déficit d'heures travaillées. Je vous renvoie à une récente étude du Conseil d'analyse économique qui montrait que la France présente un écart en termes de nombre d'heures travaillées par habitant d'une centaine avec les Allemands et les Britanniques, et de plus de 300 heures avec les Américains, sachant qu'avec les Américains, cet écart, il n'est pas lié uniquement au taux d'emploi, parce qu'on sait qu'on a un taux d'emploi qui est plus faible au niveau des jeunes et des seniors, mais s'agissant des salariés américains, qui est lié quand même à la durée annuelle de travail. Donc tout ça constitue un contexte qui est déjà difficile pour les entreprises en termes de concurrence. Et évidemment, ces deux arrêts, et je vais revenir ensuite sur les questions opérationnelles qui se posent, apparaissent comme étant à nouveau des cailloux dans la chaussure et sur notre capacité à être concurrentiel dans le marché mondial.
Parce que ça a été rappelé, si ces jurisprudences elles s'inscrivent dans le cadre d'une interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne de la directive du temps de travail, la directive de 2003, la particularité de la France, ce que n'ont pas beaucoup d'autres pays, c'est que nous avons en plus une réglementation sur le temps de travail qui est extrêmement exigeante. Alors, on a les 35 heures, mais au-delà des 35 heures, on a sur l'ensemble du champ du temps de travail toute une série de règles qui sont extrêmement contraignantes. Nous avons évidemment une législation sur le temps partiel avec un plancher hebdomadaire de 24 heures, avec des autorisations en termes d'heures complémentaires. Nous avons aussi une législation sur le travail dominical. Nous avons une législation sur le travail de nuit. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout ça aussi, c'est une législation qui est pour le coup proprement française et qui, bien évidemment, s'ajoute aux règles posées par l'Union européenne et font que ça devient extrêmement compliqué pour les entreprises de rester compétitifs, en sachant que au-delà évidemment de cet impact et un impact financier, vous avez évoqué les arrêts de septembre 2023 qui se sont traduits par la loi de mise en conformité, la loi Dadu. Alors cette loi, elle a eu des effets évidemment positifs dans la mesure où elle a limité les possibilités de rétroactivité. Donc nous l'avons soutenue parce que je pense qu'il y avait à l'époque une très forte insécurité juridique pour les entreprises, et de ce point de vue, la loi Dadu a permis d'encadrer de manière positive les possibilités de recours. Mais pour autant, il y a un impact financier du côté des entreprises, puisqu'elles doivent provisionner ces sommes. Ça, c'est un premier élément. Alors ensuite, s'agissant des contestations du côté des salariés, à ce stade, nous n'avons que peu de retours, puisque la loi date d'avril 2024, donc elle est encore assez récente. Ce qu'on constate a priori du côté des entreprises, c'est que les salariés utilisent en fait ce motif comme étant un motif supplémentaire en cas de contestation d'un licenciement. Donc ça s'ajoute aux autres arguments à avancer, mais ça ne constitue pas un motif de contestation en tant que tel. Ça s'ajoute à d'autres motifs de contestation. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, au regard donc des deux nouveaux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc on est là aussi, nous, en train de les regarder, de les analyser, d'interroger nos entreprises. Donc on a lancé une enquête pour avoir leurs premiers retours et leurs premières interrogations. Alors si j'en cite certaines, certaines ont d'ailleurs été abordées par Monsieur le doyen. Il y a la question effectivement du délai au sein duquel le salarié peut et doit communiquer son arrêt de travail à l'employeur pour bénéficier du report de congé. Donc il y a effectivement le délai de 48 heures qui est aujourd'hui le délai réglementaire pour communiquer son arrêt de travail. Donc est-ce que ce délai s'applique? Comment ça se passe quand on est à l'étranger? Et c'est le cas quand même aujourd'hui beaucoup. Beaucoup de salariés partent à l'étranger pendant leur congé. Vous avez évoqué la question de l'articulation du délai de 48 heures avec la possibilité d'organiser une contre-visite du côté de l'employeur. Alors comment ça se passe quand le salarié est à l'étranger? Quid des congés de fractionnement, puisque s'il y a report, est-ce que du coup ça va entraîner l'attribution de congés de fractionnement? Je rappelle que les congés de fractionnement sont dus lorsque il n'y a pas la possibilité de prendre la durée totale du congé principal. Alors sur le deuxième arrêt qui concerne donc le décompte des heures supplémentaires des salariés en décompte horaire hebdomadaire, donc effectivement, nous, notre première analyse, c'est que ça concerne un nombre relativement limité de salariés, mais
pour autant, voilà, il pourrait y avoir quand même des situations dans lesquelles cette jurisprudence a un impact. Alors, avec là aussi un certain nombre de questions qui sont posées par nos entreprises sur est-ce que cette décision s'applique aussi à la 5e semaine de congé payé, c'est-à-dire au-delà donc, des 4 semaines qui sont visées par la directive européenne de 2003. Est-ce qu'elle s'applique aussi au calcul des heures complémentaires des salariés à temps partiel? Quelle pourrait être la position de la Cour de cassation concernant les autres dispositifs de décompte, hein, par exemple le décompte du temps de travail annuel ou sur une base mensuelle? Donc voilà toutes les séries de questions qui aujourd'hui se posent les entreprises. Alors évidemment, et je conclurai là-dessus, de notre côté, on considère, et on l'a indiqué lorsqu'on a communiqué, que ces nouveaux arrêts, donc cette jurisprudence, finalement, impose pour nous de réfléchir plus globalement à notre législation du temps de travail pour, bien évidemment, à la fois tenir compte des droits des salariés, hein, et on ne conteste pas évidemment le principe de droit au repos, enfin, ça paraît évident que c'est absolument nécessaire, mais pour autant, il nous semble que voilà, les quelques souplesses dont on bénéficiait depuis 2003, finalement, aujourd'hui, sont remises en cause par la jurisprudence, et qu'à l'inverse, on garde les rigidités de notre législation nationale. Merci, donc, merci. Voilà, donc je m'arrête juste là, mais il y a pour nous des questions à poser sur effectivement la législation sur le temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la question du temps partiel, mais je pourrais développer ces points en réponse à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la CPME. Oui, merci Monsieur le Président, et merci surtout d'avoir organisé, bonjour messieurs et mesdames les sénateurs, pardon, merci d'avoir organisé cette séance. Et j'avoue que c'est louable et c'est courageux. C'est louable parce que effectivement nous sommes face à une vraie difficulté et que nous, les chefs d'entreprise, nous nous interrogeons beaucoup sur est-ce qu'on n'est pas quand même en train de partir complètement à la dérive avec un droit qui petit à petit s'applique et n'est incompréhensible par le commun des mortels. Il faut vraiment aujourd'hui s'arrêter sur ce point. Je pense que c'est extrêmement important. Vous l'avez vu, et ma collègue France vient de vous poser quelques questions qui en découlent, mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation où le salarié moyen, le chef d'entreprise moyen, ne sait pas, ne comprend pas, ne figure pas. Depuis 7 ans que je suis en vice-présidence des affaires sociales, je peux vous assurer que c'est la première fois que je vais être obligé de laisser parler mes juristes derrière parce que je ne suis pas en mesure de comprendre tout ce que je vais vous expliquer, ou je vais tenter de vous expliquer. Ça n'est pas possible de continuer dans une situation comme ça sur ce droit du travail qui devient d'une complexité sans nom, où le droit français se renvoie la balle au droit européen et inversement, et au milieu, nous nous regardons et nous comptons les points. Ça n'est pas possible de continuer comme ça. Merci d'avoir pris le sujet et j'espère que vous pourrez le porter plus en avant. Alors, on comprend bien que tout ça, en fait, ça fragilise terriblement la valeur travail, ça fragilise terriblement les entreprises parce que c'est de complexité, des complications qui sont sans nom et que, fort heureusement, en fait, on va l'appliquer peut-être que ça va passer dans nos logiciels probablement de décompte de congés payés, on ne comprend pas, on ne sait pas et on ne sait pas ce que ça deviendra. Et je trouve que les transpositions qui ont été faites par la loi, en fait, amènent encore plus de complexité pour le chef d'entreprise parce que c'est en méconnaissance totale des réalités vécues dans l'entreprise, tant pour les dirigeants que pour leurs salariés. Et qu'avant la loi, alors qui sont l'application effectivement des jurisprudences et de prise en compte des règlements européens ou des directives européennes, avant l'arrêt de travail d'origine non professionnelle, on n'avait rien. Maintenant, on a 2 jours ouvrables par mois, c'est pas 2 jours et demi, hein, c'est 2 jours, puisqu'on est sur les 4 semaines et pas sur les 5 semaines. C'est 2 jours ouvrables, donc c'est différent. Pas le même compteur, hein. 2 compteurs maintenant. Vous avez des compteurs à 24 jours ou à 30 jours et des compteurs à 24 jours. Non mais où est-ce qu'on est, enfin, double compteur. Arrêt de travail d'origine professionnelle, là, si, il y a quand même eu un changement. Effectivement, il y avait déjà 2 jours et demi, mais là, il y a quand même un changement puisque nous sommes maintenant sans limite avec 30 jours ouvrables à chaque année.
Je vous dis, c'est des choses que je vous donne, c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Encore une fois, il faut être juriste spécialisé pour pouvoir comprendre tout ça. Obligation d'information de l'employeur, j'y reviendrai. Là, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, c'est une obligation complémentaire qui est donnée à l'employeur de renseigner aux salariés. Franchement, on en rajoute des couches pour les chefs d'entreprise. Obligation de report des congés. Alors du coup, maintenant, on nous précise que c'est 15 mois. Mais la pratique, en fait, dans toutes les entreprises, c'est que c'était pris dans l'année. On le sait très très bien, c'était comme ça que ça marchait. Donc on en rajoute. Calcul de l'indemnité de congés payés. Là, c'est pareil, je ne comprends pas trop d'ailleurs ce qui est écrit sur ma note, je l'assure, c'est une telle complexité que j'ai du mal à rentrer dans le sujet. Et puis, évidemment, il y a la question des délais de prescription sur les contrats de travail en cours avec la rétroactivité 2009, plus derrière la forclusion de 2 ans. Enfin bon, là, heureusement, il faut des armées de juristes. Je vous signale que moi, je représente les TPE, PME. On n'a pas les armées de juristes dans les entreprises pour faire ça, pour traiter ce genre de choses. C'est hallucinant de complexité. Et puis, vous avez le contrat de travail rompu. Alors là, on comprend, il y a une prescription de 3 ans. Alors, l'instauration d'un double compteur, j'en ai parlé, mais c'est quand même absolument catastrophique. Vous avez des compteurs à 24 jours pour les congés qui viennent des arrêts sur arrêt maladie, et puis vous avez des compteurs qui sont les compteurs traditionnels à 30 jours. Donc, comment on fait en sorte de travailler là-dessus ? Sur l'introduction d'un délai de report, alors au début, on pouvait se dire que c'était effectivement une bonne nouvelle. Mais au final, il s'agit d'une disposition qui pourrait être sécurisante, qui aurait pu être une excellente nouvelle. En pratique, l'obligation faite à l'employeur d'informer le salarié dans le mois suivant la reprise du nombre de jours de congés payés acquis et de leur date limite peut vite devenir chronophage. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir effectivement, et puis on peut l'oublier, franchement, dans la foulée, comment on fait pour s'assurer que tout ça est fait correctement. Il nous apparaît qu'un salarié qui bénéficie d'un report de congé payé du fait de l'intervention d'un arrêt de travail au cours de cette période de congé programmée ne devrait pas pouvoir prétendre à l'application de cet article dès lors qu'il est en mesure de prendre ses congés avant le terme de la période de prise de congé. Donc, il y a aussi, là, peut-être une complexité qu'on pourrait essayer de faciliter en disant, c'est très clair, vous avez 1 an pour prendre, quelle que soit la nature des congés, vous avez 1 an à faire. Je pense que tout n'est pas perdu. On est d'éternels optimistes, nous. Tout n'est pas perdu. On peut essayer, et nous, on vous fera des propositions pour essayer de simplifier le droit. Alors effectivement, on pourrait, peut-être qu'un jour, on aura une discussion là-dessus. Le précédent gouvernement avait l'intention de nous faire parler un petit peu, de nous proposer de tendre la perche sur ce sujet-là. Peut-être que nous pourrons travailler en paritaire sur ce sujet-là, mais il nous semble, nous, que vous pouvez vous saisir, vous, les parlementaires, vous pouvez vous saisir d'un certain nombre de propositions. L'acquisition de congés payés en arrêt maladie, si et seulement si le compteur de congés n'atteint pas 24 jours ouvrables pour une période de référence entière. Donc en fait, ce que l'on dit, c'est qu'il n'était pas nécessaire de modifier la rédaction des articles 3141-3 et 3141-5 du Code du travail. Il convenait simplement de prévoir que les droits à congé d'un salarié qui a fait l'objet d'un arrêt de travail ne peuvent être réduits en deçà de 4 semaines d'une période de référence, puisque c'est la loi européenne qui nous dit 4 semaines. Pourquoi, en fait, et c'est la question que posait effectivement France tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vient des droits sur la 5e semaine? Et qu'est-ce qui se passe quand on est sur un arrêt maladie qui se passe pendant la 5e semaine? Ce sont des questions qui, aujourd'hui, mériteraient que vous en saisissiez et que vous simplifiez la loi. On a des propositions rédactionnelles, évidemment, à vous faire. Alors, je viens sur endiguer l'explosion des arrêts maladie, mais je pense que France a été complète sur le sujet. Je voudrais juste rappeler qu'une proposition de la CPME qui dit sur ce sujet, il y a 2 choses déjà à faire. C'est 1, de mettre l'instauration de 3 jours de carence d'ordre public sur les arrêts maladie, et 2, d'arrêter les arrêts en ligne. Parce que les arrêts en ligne, ça, vous allez voir, pendant les congés, ça va être quand même facile. Donc, il y a un moment, il faut arrêter ça.
Et puis, là encore, on aura des suggestions à faire. Alors, je vous passe sur le cas spécifique de l'invalidité, parce que la complexité, on en rajoute une couche. Et évidemment, je conclurai en vous disant que nous ne sommes pas inactifs sur le sujet, y compris au niveau européen, puisque nous essayons de faire en sorte que notre organisation SME United, au niveau européen, qui représente l'ensemble des TPE-PME, je crois qu'il y en a 24 millions au niveau européen, eh bien, en fait, puisse faire valoir aussi des modifications qu'il serait important d'avoir au niveau européen. Pourquoi on finit là-dessus? Parce qu'en fait, très clairement, on a un droit du travail, et France l'a très bien dit, qui est très complexe et très protecteur dans le champ du temps de travail et des horaires de travail, et que cette législation-là rajoute une couche, et franchement, une couche qui est incompréhensible pour les chefs d'entreprise. Je crois qu'il faut le souligner encore une fois. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, on a bien compris la complexité. Comment font les DRH pour s'en sortir de tout ça? Madame. Pardon. Je disais, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs et Mesdames, Messieurs. Donc moi, je représente la NDRH, qui est l'Association nationale des DRH. Nous sommes 6500 en France. Nous représentons à peu près 12 millions de salariés. Donc il y a un certain nombre de points que je ne répéterai pas, puisque nous sommes plutôt d'accord. Comment complexifier et mettre des couches. Et je comprends fort bien la problématique de certaines TPE et PME pour travailler sur le sujet. Je rappellerai quand même un point qui n'apparaît pas souvent, c'est effectivement les différentes articulations que nous avons et les différences de traitement qu'il existe entre nous. Vous avez certes le Code du travail, mais nous avons à la fois des conventions collectives et nous avons également des accords collectifs qui veulent être beaucoup plus favorables. Donc, sans reprendre un certain nombre de points, je voudrais quand même, puisque vous nous avez interrogé sur notamment l'arrêt du 13 septembre 2023, je ne reviendrai pas sur les conséquences de la rétroactivité de 3 ans pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de provisionner. Je viendrai simplement sur un petit peu l'inéquité de traitement que génère ce dispositif. Jusqu'à présent, effectivement, quand il y avait maladie professionnelle, accident de travail, pendant 1 an, effectivement, les personnes y avaient droit. Aujourd'hui, c'est toutes les formes d'arrêt de travail. On se trouve, un exemple encore hier, une personne absente 2 ans qui va revenir avec 25 jours pour la première année et 20 jours pour la deuxième année. Nous avons des travailleurs qui travaillent toute une année, ils n'ont droit qu'à 25 jours de congés payés. Je m'interroge sur l'équité de traitement par rapport au droit européen et d'aller jusqu'à là, puisque finalement, j'ai une inéquité de traitement et les prendre pendant 15 mois. Je ne vois pas cette question de planification. Donc, appliquer le droit européen, mais de façon intelligente, serait la meilleure des choses. Je rappelle que nos collègues allemands n'ont que 20 jours. C'est la raison pour laquelle ça fait 20 jours la deuxième année. Maintenant, je vais prendre un exemple sur la question du décompte et du paiement des heures supplémentaires. Là encore, il faudrait quand même se mettre d'accord sur la réalité des heures supplémentaires qui doivent être demandées par l'employeur. Or, il est arrivé encore récemment des arrêts qui, quand une personne faisait des heures, à la fin, effectivement, il y avait une demande de paiement. On est bien d'accord, c'est toujours quand il y a litige. Aujourd'hui, nous avons différentes façons de calculer le temps de travail. Nous l'avons de façon hebdomadaire, mensuelle ou annualisée. Nous sommes différents les uns des autres en fonction des accords et des conventions collectives que nous avons. Prêtons attention dans l'application des congés payés. Je rappelle qu'en fonction des entreprises, au-delà des congés payés, nous avons les congés payés pour ancienneté, nous avons les jours de réduction de temps de travail, etc. Donc, quand on dit qu'il ne peut y avoir de litige, il faut savoir si on s'accorde sur 4 semaines de congés payés, qui ouvre encore la voie à un certain nombre de problématiques. Maintenant, je reviendrai à l'arrêt qui nous intéresse le plus, qui est celui toujours du 10 septembre, sur le report, effectivement, des congés quand une personne tombe malade pendant, effectivement, ses congés. Alors, là, effectivement, je vais vous parler de l'application pratique, pas de ce que nous pouvons avoir dans nos accords, puisque nous avons quand même quelques points. Vous le rappelez fort justement, nous devons avoir la notification dans les 48 heures.
mais il faudrait quand même qu'il puisse y avoir un garde-fou qui s'appelle les indemnités journalières de la sécurité sociale. Je refuserai donc, s'il n'y a pas paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, de compenser. Beaucoup d'entre nous subrogent. Je rappelle que vous avez mis un poids supérieur aux entreprises puisque désormais, des IJSS, les indemnités journalières de la sécurité sociale, sont à hauteur de 1,4 fois le SMIC à la place de 1,8 fois le SMIC. Vous êtes donc en train d'accroître la charge pour les employeurs. Donc, en ce qui concerne, j'ai vu qu'il y avait un arrêt, je crois, de la Cour de cassation qui avait été porté, qui était un arrêt contre la caisse primaire d'assurance maladie, qui était un arrêt de travail qui avait lieu à l'étranger sur la question du maintien des IJSS. Nous, en tant que DRH, nous ne compléterons que quand nous aurons le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Je vais peut-être un petit peu passer le temps, mais j'aimerais vous expliquer comment ça se passe opérationnellement, ce qui serait intéressant. Le 10 du mois, nous avons ce qu'on appelle la déclaration sociale, qui est bien sûr dématérialisée, et nous en avons une qui s'appelle événementielle, qui concerne les arrêts, maladies, etc. Nous déclarons effectivement tout ce qui s'est passé au mois d'août. Et nous avons, le 16 septembre, le retour des indemnités journalières de la sécurité sociale. Sauf que parfois, nous avons un compte-rendu de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, je rappelle que tout est dispatché en fonction de votre lieu de résidence, parce que voilà, il y a trois. Et parfois, dans ces comptes rendus, il est mentionné qu'il n'y a pas eu réception de l'arrêt ou que l'arrêt fait preuve. Et donc là, nous refaisons des papiers pour essayer d'avoir, mais en principe, nous ne sommes pas tenus de maintenir la rémunération. Je rappelle qu'il y a des points très différents en fonction des entreprises et conventions collectives. Généralement, la première année, vous avez la personne qui a ses 3 jours de carence et qui ne reçoit que les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, si vous voulez que tout se passe bien, il faut également vérifier. Vous avez aujourd'hui fait un filigrane pour les arrêts de travail. Je rappelle que ce filigrane est que sur le premier volet et que moi, je reçois le 3e volet. Donc, effectivement, je ne saurais qu'au moment du compte-rendu la réalité. Nous avons vérifié. Même si nous avons, on va dire, 80% des arrêts aujourd'hui qui sont par transmission, pour autant, nous demandons la preuve. Donc, si vous voulez une application, il faut penser à l'application pratique. Et je rejoins monsieur, moi aussi, j'ai des responsables paye, rassurez-vous, j'ai demandé toutes les explications, on m'a sorti tous les documents hier pour bien comprendre comment ça se faisait. Donc, nous aussi, nous sommes prêts à vous aider à rédiger parce que beaucoup de rédactions d'articles portent effectivement le flanc à une interprétation et c'est dans cette interprétation que nous avons une égalité de traitement entre les organisations, nous qui avons effectivement collectivement les moyens effectivement de trouver la bonne information et les autres. Je rappelle qu'effectivement, il y a le risque de contestation et de contrôle URSSAF que nous avons également. Voilà, pour l'instant, je m'arrête ici. Merci madame pour cette dernière intervention. Alors, je vais donner maintenant la parole aux sénateurs qui le souhaitent. Et puis, je vais prendre en réalité 3 interventions. Et comme ça vous permettra, je referai le tour pour avoir votre regard sur les réactions. Je commence par Frédérique Puissat. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais reprendre les propos du vice-président de la CPME. Merci de cette table ronde qui est courageuse, qui est louable, qui néanmoins est quand même très technique, hein, je me permets quand même de le dire. Alors, j'allais dire que les gens qui sont un peu pointus dans le droit du travail arrivent peu à peu à suivre, mais ce n'est pas d'une évidence absolue. Je me permets du coup, Monsieur le Président, avant de poser 3 questions, de synthétiser quand même les 2 points qui sont évoqués par la Cour de cassation en 2 phrases, et puis quand même de pointer un point qui n'a pas été évoqué. Le premier, la Cour de cassation reconnaît donc aux salariés qui tombent malades pendant ces congés payés le droit de les reporter ultérieurement. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième, les congés payés doivent être intégrés au calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ça, c'est la deuxième décision. Il y a quand même un codicile qui n'a pas été évoqué, Monsieur le Directeur. Je vais y revenir sur une de mes questions. Pour la fonction publique, parce que tout ça a quand même des incidences sur les collectivités locales et sur le budget de l'État. Pour la fonction publique, le gouvernement a pris un décret le 21 juin 2025 pour se mettre en conformité. Donc, à partir de là, j'ai 3 questions. La première question, qui est une question de coût. Nous avions évoqué au cours de nos différents entretiens avec le MEDEF et la CPME le coût estimatif de cette mesure que vous aviez estimé pour les entreprises privées à 1,5 à 3 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces montants-là ?
La deuxième, c'est pour vous, monsieur le directeur général du travail. Est-ce que vous avez estimé le coût pour la fonction publique d'État et par effet ricochet pour les collectivités locales qui vont être concernées, puisqu'employeurs, elles aussi également. La deuxième question porte effectivement sur les garde-fous possibles. Alors j'ai bien entendu, monsieur le conseiller doyen social, que vous aviez respecté le droit et bien entendu que personne ne remet en cause les arrêts de la Cour de cassation, même s'il y a eu des interprétations. Et vous avez raison de dire qu'il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits, même pendant l'été, évoquant le fait qu'effectivement cette interprétation était peut-être un peu extensive. Mais néanmoins, nous entendons effectivement la position de la Cour de cassation. Est-ce qu'il y a encore des garde-fous possibles, qui puissent être effectivement réglementaires, qui puissent nous permettre de pallier cet enjeu financier et opérationnel tel que vous l'avez décrit, Madame la représentante des DRH, qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des recours qui vont être conséquents et qu'on va effectivement avoir porté devant les juridictions un embouteillage de jurisprudence qui vont être effectivement conséquents. On le voit déjà par rapport à ce que vous pouvez évoquer. Donc, est-ce qu'il y a des recours possibles avant de pouvoir toucher au texte de loi? Et enfin, sur la partie plus législative, moi j'ai bien entendu qu'on allait avoir des propositions. Nous nous en saisirons, je vous le dis. En tout cas, la majorité du Sénat s'en saisira. Néanmoins, vous le savez, pour cela, il faut un véhicule législatif, 2, trouver des majorités. Je n'ai pas de doute qu'on pourra peut-être les trouver au niveau du Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça risque d'être encore plus compliqué. Et que le temps va courir, compte tenu de l'incertitude dans laquelle nous sommes. Pas de gouvernement à date. Une Assemblée nationale dont on sait effectivement, on connaît la précarité, notamment avec des perspectives éventuellement de dissolution qui vont nous porter encore, j'allais dire, à des décisions d'un point de vue législatif qui nécessairement seront sur l'année 2026, notamment avec l'embouteillage des calendriers qui vont arriver avec le PLF et le PLFSS qui vont quand même embouteiller considérablement cette fin d'année. Je vous pose quand même la question, et je me permets de la poser aux organisations professionnelles que vous représentez. Est-ce qu'on a quand même quelques avancées dans le cadre des discussions paritaires sur les sujets du temps de travail qui pourraient nous permettre effectivement de desserrer les taux et d'améliorer singulièrement les 2 décisions de la Cour de cassation qui vont avoir un impact direct mais qui quand même touchent au temps de travail qui est quand même un vrai sujet dans notre pays. Voilà simplement sur les 3 questions. Merci beaucoup. Je donne la parole à Laurence Muller-Braun. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos explications très éclairantes et source, bien sûr, de beaucoup de questions. Moi, je suis sénatrice du Bas-Rhin. Donc, toute la législation sur les frontaliers m'interpelle parce que là, nous avons des salariés français qui travaillent en Allemagne et l'Allemagne, d'après ce que moi j'ai pu lire, mais je peux aussi me tromper, elle applique cette réglementation depuis 1963. Donc, elle a, je ne sais pas, est-ce qu'on s'est rapproché, est-ce qu'il y a des solutions, sachant que tout ce que vous avez évoqué, j'imagine bien sur les petites entreprises et très petites entreprises avec tous les... Et il y a l'application des conventions collectives qui vont apporter de sensibles différences. Mais nous, on a tout un volet de ce côté-là qui est certainement concerné par cette nouvelle loi. Voilà, je n'irai pas plus loin. Le reste, vous avez répondu à beaucoup de questions qu'on peut se poser et qui ne sont pas élucidées. Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, je donne la parole à Elisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président, et merci pour l'initiative de cette réunion, cette table ronde qui est très importante parce qu'on voit bien que ce sujet a suscité énormément de réactions. D'une part dans les médias, d'autre part évidemment une réaction épidermique des entreprises, des chefs d'entreprise et je dirais même de la population globalement. Et puis des réactions au niveau des médecins qui se sont dit mais alors du coup est-ce qu'on ne va pas nous obliger à davantage de travail sur la qualification de l'arrêt de travail, etc. etc. Il faut voir que ça a eu aussi beaucoup de diffusion dans la population. Moi je m'interrogeais, monsieur le conseiller doyen, sur... vous avez l'air de laisser à penser que la France était très en retard. Est-ce que c'était une réalité? Est-ce que tous les autres pays européens étaient déjà passés à cette application de la directive européenne ou non? Est-ce qu'il y avait vraiment urgence? Voilà, je vous le demande. Après, je pense que, en fait, en France, on réagit sur les conséquences.
Il y a vraiment une indignation généralement sur les conséquences. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt avoir finalement la construction de solutions sur les causes? Parce que moi je vois bien que depuis un petit moment, les entreprises, voilà, vous l'exprimez, il y a énormément de normes et d'obligations. Vous l'avez très bien dit, madame, c'est très complexe, ces conventions collectives, ces obligations du Code du travail, etc. Il faut être, et ça a été d'ailleurs très bien dit par vos prédécesseurs, il faut avoir une qualification haute et pour mener tout ça correctement. Et le petit chef d'entreprise peut d'ailleurs se tromper. Et là, ça finit de l'énerver. Enfin, en tout cas, il est désespéré. Et il peut mettre la clé sous la porte quand il voit qu'il s'est trompé et qu'on lui réclame aussi voilà, de réparer. En tout cas, moi, j'ai aussi cette résonance-là sur le territoire hein, de petites TPE, PME. Donc, comment fait-on pour faciliter le travail des chefs d'entreprise? Parce que, bon, voilà, ils créent de l'emploi. Eux-mêmes font... il ne faut pas partir avec l'idée que tous les chefs d'entreprise vont exploiter leurs salariés. Ce n'est pas du tout le cas. Mais souvent, dans ce pays, on part avec cette idée-là, hein, que c'est le mauvais patron, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ils sont aujourd'hui harassés, quoi. Ils sont... énervés parce que justement c'est très complexe. Alors est-ce qu'il y a une volonté de mise à plat de l'ensemble de la législation, enfin des obligations pour les chefs d'entreprise? Parce que ce serait intéressant justement de voir comment on peut desserrer les taux ou en tout cas comment enlever cette espèce de gaine dans laquelle ils sont contraints et comment voilà, vous pensez y arriver, parce que je pense que les réponses, elles sont aussi de votre côté avec l'ensemble des partenaires sociaux, comme ça vient d'être dit par ma collègue Frédérique Puissat. En tout cas, voilà les deux points que je voulais aborder. Merci beaucoup. Mais alors, je vais recommencer le tour de table, d'accord? Voilà, essayez de ne pas dépasser 5 minutes, ce serait bien, mais qu'on puisse avoir le regard. Alors, vous avez certaines questions qui vous ont été directement orientées, et puis d'autres plus générales. Voilà, donc, Monsieur Glos, je vous laisse tout d'abord la parole. Alors, je vais répondre aux questions qui relèvent de ma compétence. Je vais laisser le directeur général du travail répondre sur un certain nombre de choses. Alors, je peux quand même... Il vous a déjà indiqué la situation s'agissant de la question du report des congés payés pour le salarié qui tombe malade durant sa période de congé. A priori, nous étions à peu près les seuls à ne pas être en conformité avec le droit de l'Union européenne. S'agissant des arrêts du 13 septembre 2023 sur l'acquisition de congés payés par le salarié malade, l'arrêt de la Cour de justice qui a instauré cette règle date de 2009. C'est un arrêt de grande chambre, donc la formation la plus solennelle de la Cour de justice. 15 États membres sont intervenus devant la Cour de justice. Je puis vous indiquer que le gouvernement français ne figure pas parmi ces 15 États. Et donc la solution a été inaugurée en 2009, elle a ensuite été réitérée pour le droit français cette fois en 2013, et du coup dans le rapport annuel de la Cour de cassation, dans la partie proposition de réforme législative, depuis 2013, nous avions indiqué au gouvernement qu'il serait bien de mettre notre droit en conformité avec la directive de 2003 telle qu'interprétée par la Cour de justice. C'est ce à quoi il a procédé avec la loi du 22 avril 2024, mais en tout cas, pendant un certain temps, évidemment, nous avions indiqué dans notre rapport annuel la difficulté. Lorsque la Cour de justice a pris ses arrêts du 6 novembre 2018 sur l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, nous avons modifié notre partie sur le rapport annuel de la Cour pour indiquer que cette réforme était d'autant plus urgente que la Cour de justice a reconnu l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux, ce qui signifie, attention, le jour où on nous posera la question, nous aurons l'arme juridique pour y remédier, en sachant qu'il a fallu attendre 5 ans pour qu'on nous pose la question. Donc, sur la question que vous posez, je crois que ça dans une situation un peu particulière, en tout cas très isolée. Voilà. Alors après, sur un certain nombre de questions, je peux vous apporter un éclairage, mais le directeur du travail pourra vous l'apporter et vous le confirmer. Par exemple, l'obligation d'information de l'employeur qui a été créée par la loi du 22 avril, mais son origine, c'est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que la Cour de justice de l'Union européenne, non seulement décide que les délais de prescription s'appliquent,
les délais de prescription prévus par le droit national, mais à condition que l'employeur ait mis le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés. Donc le point de départ du délai de prescription, et ça c'est la Cour de justice qui l'a décidé, et on ne peut pas modifier ça, et d'ailleurs un des arrêts du 13 septembre 2023 porte sur cette question-là. Le point de départ du délai de prescription qui est prévu par le droit national, c'est le jour où l'employeur met le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés. D'où la difficulté et l'effet rétroactif considérable des arrêts du 13 septembre, puisque lorsque le droit national est incompatible, évidemment, l'employeur qui se borne à appliquer le Code du travail, il ne peut pas mettre le salarié en mesure de prendre ses congés, puisque par définition, il ne lui reconnaît pas un droit à congé payé pour une période d'arrêt maladie. D'où la difficulté. Par ailleurs, dans la jurisprudence de la Cour de justice, il est permis aux salariés de reporter ses congés, mais la Cour de justice permet au droit national de prévoir un délai à l'issue duquel le salarié perd son droit à report. Délai qui n'existait pas en droit français de manière générale, il existait pour les fonctionnaires, mais pas pour les salariés avant la loi du 22 avril. Donc la loi du 22 avril a créé cette perte du droit au report au bout d'un certain temps. Alors le délai de 15 mois, il ne vient pas de nulle part. Le délai de 15 mois, il vient de la jurisprudence de la Cour de justice qui a dit qu'il fallait que ça soit une période substantiellement plus longue que la période de référence. Comme la période de référence des congés payés dans la quasi-totalité des États membres, c'est 1 an. Elle a admis en droit allemand une période de 15 mois. Donc, du coup, c'est pour ça que le législateur, avec la loi du 22 avril, évidemment, s'est limité à la période de 15 mois. Et je pense qu'il est très difficile d'avoir une période plus courte, parce que ça serait jugé incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice. Voilà ce que je puis vous dire. Alors, la complexité de la loi du 22 avril, ça, moi, je ne m'exprime pas sur le sujet, mais j'ai lu les commentaires des universitaires commentant la loi. C'est sûr que ça conduit à 2 logiciels de paix, ça, c'est certain. Mais j'ai cru comprendre que la loi du 22 avril avait pour objectif d'éviter une surtransposition de la directive, qui est un mot que j'ai souvent entendu, en se limitant, en tout cas dans certains cas, aux 4 semaines de congés payés. Et alors, pour répondre à la question qui a été posée par la présidente du MEDEF sur la question de l'assiette des heures supplémentaires. Quid de la 5e semaine? Alors, il faut bien que vous ayez présent à l'esprit que la Cour de cassation a des pouvoirs très limités, c'est-à-dire qu'elle peut écarter partiellement un texte, elle ne peut pas le réécrire. Or, ce que nous avons fait, c'est que nous avons écarté partiellement l'article 31, 21, 28 du Code du travail sur le mode de calcul des heures supplémentaires. Donc, du coup, si le salarié, à la fin de la semaine, le vendredi, c'est un jour relevant de sa 5e semaine, je crains que les salariés, d'ailleurs, ne s'interrogent pas beaucoup pour savoir s'ils prennent leurs 4 semaines du droit de l'Union européenne ou la 5e semaine de congé purement national. Du coup, à arriver tout à la fin, je pense, nous, forcément, on se contente d'écarter partiellement un texte du Code du travail et on ne peut pas réécrire le texte en faisant une distinction, comme a pu le faire la loi du 22 avril, entre la 5e semaine et les 4 semaines du droit national. Donc, en fin de période de prise des congés, si le salarié prend un jour, un vendredi, je crois que la solution en l'état actuel des choses vaudra aussi pour ce cas de figure-là, mais ça va être un effet assez limité de toute façon. Très bien. Monsieur Rama. Peut-être juste en réaction effectivement aux questions et peut-être en complément, peut-être insister parce que je pense que ça a été indiqué et Jean Guiglo vient de le redire. C'est vrai qu'il y a une part non négligeable des complexités qui ont été citées par Éric Chevet sur le décompte des congés qui était précisément souhaité, y compris par les organisations professionnelles quand on a parlé de la loi Dadu il y a bientôt 2 ans, pour limiter l'impact du coût de la mise en conformité du droit national avec le droit de l'Union européenne, et ce qui nous a amené sur ces règles de double compteur. De la même manière qu'on a introduit ce délai de report,
qui peut apparaître effectivement une complexité, mais précisément pour limiter l'impact. Et c'est là où c'est vrai qu'entre complexité et limitation de l'impact, il y avait des objectifs sans doute contradictoires, mais qui m'avaient semblé, au moment où la loi a été... Enfin, les projets de loi ont été discutés, puis ensuite la loi votée, qui était collectivement assumée. Et c'est la conséquence, c'est ce double compteur. De la même manière que l'information du salarié, mais ça, Jean-Guy Glot le redisait, c'est une des conditions pour permettre la limitation du report et la mise en place des mécanismes de prescription. Et donc, là aussi, on est confronté dans la rédaction des textes et dans leur application à la conciliation d'objectifs potentiellement contradictoires et qui aboutissent à une complexification sans doute du droit, mais qui était, au moment où la loi a été adoptée, qui avait paru, comment dirais-je, l'objectif principal était la limitation de l'impact, notamment sur la régularisation des situations passées, qui préoccupait très fortement les entreprises et leurs représentants. Peut-être un point sur lequel, effectivement, peut-être rebondir sur... et peut-être juste même pour préciser, sur les travaux de direction statistique des ministères sociaux, sur l'évolution des indemnités journalières, qui effectivement corrigeaient du vieillissement démographique et de l'inflation, ont montré que de 2019 à 2024, on a une hausse de 39% du taux de recours, si je peux le présenter ainsi, et qui pose effectivement une vraie question aux finances publiques, aussi évidemment à l'organisation des entreprises, et qui a aussi un coût sur les dispositions de la protection collective financée par les entreprises. Donc ça, je permettais de rappeler ces travaux de la DARES qui éclairent assez bien le débat qu'on peut avoir sur le sujet. Peut-être aussi pour dire, parce qu'évidemment nous, alors je vous l'ai dit, je le redis, hein, l'ensemble des législations des autres États de l'Union européenne, en tout cas à notre connaissance, sur ce qui a été mis en avant par les arrêts du 10 septembre 2025, en fait, sont conformes. On est dans une situation, je dirais, de décalage et isolé dans l'Union européenne. De la même manière, il y a 2 ans, je le rappelle aussi, je crois qu'il n'y avait de mémoire que la Slovaquie, sur les 27 États de l'Union européenne, qui n'étaient pas conformes avant que nous adoptions la loi d'avril 2024 dite DADU sur les suites de ces arrêts. Malgré tout, là, par rapport à l'impact de ces dernières jurisprudences, notamment sur les arrêts de travail survenus pendant les périodes de congés payés, évidemment, nous, on est en train d'essayer d'identifier s'il y a des suggestions pour adapter de manière pragmatique l'application de ces principes. On est évidemment tout à fait disposé à les examiner. Peut-être juste quand même un point, c'est que nous, à ce stade de notre instruction, les voies de passage sont très étroites, notamment en droit conventionnel. Il y a aussi une dimension principe d'égalité en droit constitutionnel interne, mais en droit conventionnel, parce que tout ce qui serait perçu comme une remise en cause du droit au repos garanti par la directive, d'une manière ou d'une autre, est en fragilité conventionnelle et on créerait une nouvelle insécurité. Et je crois que de ce point de vue-là, notre responsabilité, c'est d'essayer de trouver effectivement des garde-fous, mais qui soient des garde-fous, s'ils existent, qui puissent être sécurisés pour ne pas recréer des situations de flou juridique qui sont désastreuses pour tous. Oui, pardon, sur l'impact financier. L'impact financier pour l'État, moi, je suis démuni pour vous répondre parce que je ne suis pas en charge des conséquences pour les fonctions publiques. Donc, il faut voir, je ne sais pas si côté DGAFP, des analyses ont été faites. Peut-être juste pour vous dire sur l'impact pour les entreprises, je ne sais pas comment les chiffrages cités ont été constitués. Moi, je crois que c'est extrêmement difficile parce qu'on ne dispose pas de données statistiques sur les prises de congés des salariés. On n'a pas de données sur le sujet. C'est les systèmes statistiques du ministère ne nous permet pas de le travailler, de ressortir des éléments. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que par rapport à ces périodes de prise de congés, même si on raisonnait en moyenne, c'est à quel moment les salariés prennent leur congé. On est aussi confronté à une saisonnalité dans les arrêts de travail, par exemple au virus saisonnier, etc., qui fait que, en tout cas nous, on en a discuté avec la direction statistique du ministère et on n'a pas de chiffrage robuste des conséquences de la jurisprudence. Merci. On continue avec le MEDEF ?
Oui, merci. Donc, pour répondre aux différentes questions posées, donc Madame la sénatrice Puissat, par rapport effectivement à cette problématique du coût des arrêts de 2023 et donc de la loi DADU. Donc, à l'époque, on avait évalué autour de 2,7 milliards l'impact potentiel pour les entreprises. Alors, je vais rejoindre ce qu'indiquait Pierre Ramin. Difficile pour le moment de vous donner un chiffrage exact. Ce qui est certain, c'est que les entreprises provisionnent. Mais qu'en est-il ensuite du coût réel? C'est un peu tôt. La loi est rentrée en vigueur en avril 2024. On est en septembre 2025. Voilà, je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous donner un chiffre précis. Sur les garde-fous possibles, alors, bon, on entendait effectivement l'analyse de la DGT comme quoi la loi d'avril 2024 s'appliquait au cas d'espèce, y compris le report de 15 mois. Donc ça, c'est un point important parce que, évidemment, il faut pouvoir encadrer cette possibilité de report des congés payés. On va là aussi analyser pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'un report voilà, sans limite des congés payés en cas d'arrêt maladie. Bon, sur la rétroactivité, là, je pense qu'on est dans une situation de fait différente de celle qu'on a connue l'an dernier, même s'il peut arriver voilà, de manière assez, voilà, sans doute très limitée, que des salariés, sans connaître les règles applicables, aient envoyé leur arrêt de travail à leur employeur en se disant, tiens, on ne sait jamais, mais bon, c'est sans doute vraiment une situation très à la marge. Donc, bon. Je pense qu'on est dans un cas très différent. Alors, au-delà de ça, effectivement, sur des garde-fous, alors je pense que là, ça va, si on élargit un petit peu la focale, il y a la question, évidemment, de l'absentéisme et un point évoqué par Éric Chevet sur une proposition qu'on soutient également de l'instauration d'un jour de carence, enfin d'un ou plusieurs jours de carence d'ordre public, parce qu'évidemment, on peut se dire que du côté d'un salarié, le fait d'arrêter ses congés et de passer voilà, dans un système d'arrêt de travail, d'arrêt maladie, peut être financièrement moins intéressant compte tenu de l'application de ces jours de carence d'ordre public. Mais d'abord, petit 1, ça dépend de la durée, évidemment, de l'arrêt. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont, soit au travers d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, des dispositions conventionnelles qui écrasent ces jours de carence d'ordre public et qui font du coup, il y a un maintien du salaire qui s'applique dès le premier jour. Donc pour nous, il y a un sujet, on a, ça a été rappelé, une augmentation très forte du taux de recours corrigé des effets du vieillissement et de l'inflation. Et ça, il nous semble que c'est un sujet à instruire, voilà, parce qu'on est très préoccupé de cette évolution. Ensuite, sur la question de la situation des salariés frontaliers, alors je n'ai pas de réponse à cette question, mais bon, effectivement, voilà, quelles seront les règles qui s'appliquent. Bon, ça, là, je n'ai pas de réponse immédiate. Et puis, effectivement, bon, sur la question des pays européens, bon, ça, il semblerait que la France était sans doute assez en retard, mais encore une fois, nous avons, nous, la particularité d'avoir une législation du travail qui est, en matière de temps de travail, beaucoup plus exigeante que la plupart de nos voisins européens. Et c'est ça qui fait quand même une grande différence. Très bien, pour la CPME. Merci, Monsieur le Président. Oui, peut-être préciser que, oui, il y a un autre point de vue quand même, il y a une œuvre de simplification qui pourrait être de considérer voilà, qu'à partir du moment où, en fin de période de référence, on est capable de montrer que le salarié, il a eu ses 4 semaines et la possibilité de les prendre, eh bien, qu'il est en conformité avec le droit européen et le droit français. Et peut-être que ce serait bien plus simple que d'imaginer des tas de trucs où, en fait, on rajoute des machins sur des trucs et qu'on n'arrive plus à suivre. Donc, en fait, tout simplement de dire, du moment que, hors maladie, vous avez eu vos 4 semaines à la fin de la période, eh bien, vous êtes en situation d'être rempli de vos droits. Voilà. Et ça, peut-être que c'est trop simple, mais peut-être que ça mériterait d'être tiré un petit peu. Je reviens maintenant sur un autre point, c'est sur la question, est-ce qu'on ne peut pas avancer mieux, que vous avez posé, Madame la sénatrice, plus vite du moins, par la discussion paritaire. C'est intéressant. Bon, vous n'ignorez pas la situation du dialogue social en ce moment, ou de la tension sociale, mais pour autant, on a montré effectivement que, de façon paritaire, on était capable d'avancer, y compris dans des périodes compliquées sur le plan social. Par ailleurs, le Premier ministre vient de nous envoyer un courrier dans lequel, effectivement, il nous invite
à travailler sur la question effectivement des conditions de travail, de la santé au travail, puisque ça tient aussi à ce sujet-là, et du temps de travail. Et donc je pense qu'effectivement, on pourrait avoir une initiative des partenaires sociaux pour faire en sorte qu'on puisse travailler sur un accord, au moins sur cette partie-là qui est quand même extrêmement prégnante et importante pour les chefs d'entreprise, au moins que nous sommes, mais il me semble aussi pour les salariés, parce que c'est pas si simple que ça, en fait, y compris pour eux de l'intégrer, et de faire en sorte que, en vous proposant effectivement un ANI sur cette question-là, ça puisse aller beaucoup plus vite derrière sur le plan parlementaire. Bon, on va essayer, c'est pas facile. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, madame. Voilà. Donc on parlait d'un comparatif européen. Je rappelle que nous, on a 25 jours de CP, et je ne parle pas des différences avec les conventions collectives et 11 jours fériés. Si je prends les Pays-Bas, 20 jours de ces congés payés et 8 jours fériés. Il y en a 9 pour l'Allemagne. Donc en fait, quand on applique une directive européenne, il faut l'appliquer dans son intégralité, ce qui signifie, par rapport à ce que disent mes voisins, la 5e semaine de congés payés est déjà chez nous dans le droit privé, on peut déjà la mettre sur les comptes épargne-temps, elle est déjà distincte. C'est-à-dire qu'il manquerait peu de choses pour la différencier des autres. Ça, c'est le premier point. Vous parliez des garde-fous. Je vous entendais parler des contrôles faits par la Sécurité sociale, la CPAM. Je pense qu'il y en a très, très, très peu. Nous, en revanche, en tant qu'employeur, on peut lancer des contrôles, mais ça veut dire qu'on doit avoir la complétude sur l'adresse et suffisamment de temps. Parce que pour les arrêts courts, comme on a 48 heures le temps de missionner, nous avons tous, en fonction de nos branches, des organismes que nous pouvons lancer. Mais bien sûr, on ne peut pas les lancer à l'étranger. Pour l'instant, c'est uniquement sur le territoire français. Un autre point, et ça je me tourne vers vous, Madame la Sénatrice, sur la question de la cause. La majorité des arrêts de travail sont légitimes. Nous avons au sein de nos organisations des politiques santé, qualité de vie au travail, avec des impacts aussi sur les taux d'absentéisme, même si, comme chacun d'entre vous, à la fois nous avons le vieillissement de la population et des jeunes de plus en plus absents. Donc, nous faisons de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, j'en appelle aussi à l'État de veiller. L'année 2025 est l'année de la santé mentale. Je veux dire, nous faisons nos meilleurs efforts au sein des entreprises, mais il faut également qu'il y ait un mouvement au niveau national. C'est ce qui se passe depuis des années au Québec, puisqu'ils ont fait des politiques en santé, puisque nous sommes le réceptacle, finalement, des citoyens, des modes de vie et tout ce qui se passe. Voilà, donc si vous pouvez faire quelque chose, nous avons déjà nos politiques de prévention, mais plus nationales, ce sera encore mieux, même s'il existe des organismes avec des plans, mais les plans sont une chose, les impulsions en sont une autre. Merci beaucoup. Alors, j'accorde deux demandes de parole. On n'a pas fini. Ah oui, je sais, vous m'aviez prévenu. Alors, Marie-Noël Schleman. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette table ronde avec ces regards croisés sur cette problématique qui bouleverse beaucoup et qui est particulièrement déstabilisante. Dans un contexte, il est vrai, ça a été rappelé, d'envolée des absences pour maladie, et même si cela a été également indiqué dans un sens plutôt rassurant, à savoir le fait que la France se mettait aux normes par rapport aux autres pays européens, je voudrais faire quand même remarquer que la concurrence, elle est aussi étrangère, extra-européenne, et que les problématiques de compétitivité et de productivité que l'État français, que le législateur doit avoir bien en tête, nous emmène à nous comparer aussi à l'extérieur, au-delà de l'Union européenne, par rapport à la question de la valeur travail qu'on a soulignée, son affaiblissement, etc. Alors, moi, j'ai bien noté que la haute juridiction avait une latitude extrêmement faible et qu'elle fait du droit et qu'elle avait aussi lancé plusieurs alertes pour indiquer que l'État français devait se mettre en conformité. Cependant, et cela a été dit, on ne peut pas ne pas être sensible aux difficultés que les entreprises ont soulignées, aux difficultés sur un plan financier évidemment, mais difficultés sur un plan financier aussi pour les finances sociales et les finances publiques, et difficultés sur un plan opérationnel par rapport aux questions de gestion des stocks de congés, aux recours potentiels, et puis à toute la question de la prescription de l'exercice de ces droits,
qui va incontestablement créer des conflits et des contentieux à n'en pas finir dans le futur. Alors moi, ma question, elle porte sur un point, c'est j'ai bien noté que la Chambre sociale avait tenté d'encadrer cette mise en compatibilité, en conformité avec un garde-fou, mais avoir votre avis sur la possibilité, au regard de ce qui se fait dans les autres États européens, pour le législateur d'encore mieux encadrer les choses pour faire en sorte que la reconnaissance de ce droit permette quand même de prendre en compte les contraintes et les exigences de toutes les parties, étant entendu qu'il est vrai que nous respectons évidemment le droit du travail, nous sommes législateurs, nous respectons la protection du travailleur, mais il faudrait quand même faire attention à ne pas tomber dans une société totalement hédoniste où le droit au congé payé prend le pas sur la valeur travail d'une part. Et je me suis fait, j'en terminerai par là, une réflexion lorsque j'ai entendu la décision au mois de septembre. On parle d'arrêt de travail pour cause de maladie, mais cela suppose qu'il y ait un arrêt d'une situation de travail. Quand on parle d'arrêt de travail, en fait, il y a un raccourci, c'est l'arrêt maladie. Mais l'arrêt, c'est un arrêt de travail pour une cause qui est la maladie. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi, quand on ne travaille pas, on devrait donner une priorité à la prise de congés payés alors qu'on ne travaille pas, puisqu'on est en arrêt maladie. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, ce sera la dernière prise de parole. Raymond de Poncémonge. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, puisque tout à l'heure a été évoqué quand même le fait que les partenaires sociaux pourraient se rencontrer pour discuter de tous les sujets, y compris de la faisabilité, de l'applicabilité de ces deux lois. Moi, je regrette qu'il n'y ait qu'une partie des partenaires sociaux aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas, Monsieur le Président, vous allez peut-être me dire, peut-être que les organisations syndicales, salariales ne voulaient pas venir. En tout état de cause, s'il vous faut une armée de juristes, et j'entends bien, j'ai été moi-même employeur, je sais très bien la complexité de beaucoup et surtout de va-et-vient, de revirement de jurisprudence, et j'ai bien entendu que maintenant il y a une plus grande stabilité et c'est très bien. Mais je dirais que c'est la même chose pour les organisations syndicales qui doivent suivre dans vos entreprises et qui n'ont pas ces fonctions support, je dirais, et qui doivent se les payer, encore plus pour les salariés, pour comprendre leurs droits et pour les faire effectivement valoir. Donc nous pouvons partager le fait que ça soit plus simple, plus accessible, plus cohérent, tout ce que vous voulez, parce que c'est aussi la condition pour les salariés d'exercer leurs droits et de les faire valoir, et pour les organisations syndicales de les défendre. Moi, je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas s'écarter du sujet d'aujourd'hui et pas aller sur la carence d'ordre public. Vous vous en doutez, ça ne fait pas consensus. Mais je veux quand même relever qu'à plusieurs reprises, enfin, vous avez dit que le temps de travail par habitant était très mauvais en France et de 300 par rapport aux États-Unis. Bon, je veux dire, on va essayer maintenant dans l'avenir de prendre des exemples européens et un peu d'éviter l'exemple états-unien, je pense. Mais vous le savez, parce qu'on le sait, que le temps de travail par habitant, s'il est plus faible en France, le temps de travail par emploi est tout à fait comparable à toutes les organisations, à tous les autres pays européens. Et ce qui nous importe ici, c'est le temps de travail par emploi. Parce qu'il s'agit, comme ça vient d'être dit, d'un arrêt de travail de quelqu'un qui travaille. Et pour le coup, là, il n'y a aucune difficulté. Nous sommes tout à fait performants. Par contre, puisque vous allez sur ce terrain, nous ne sommes pas performants. La France est sous-performante en conditions de travail. Et je pense que si vous voulez résoudre à terme, y compris les burn-out, vous ferez bien de vous attaquer à l'intensification du travail et à la dégradation des conditions de travail depuis maintenant 20 ans. Donc, je crois que sur ce qui vient d'être dit, je termine là-dessus, effectivement, il y a un double objectif. Il y a un droit de repos, autant je comprends, bon, enfin, il faudrait revenir sur le fait qu'après 2 ans, on est 2 mois, ça, je veux dire,
ça peut être vraiment je dirais une interpellation un peu juste et un peu légitime. Mais après, on l'a bien dit, les congés annuels, c'est de se reposer d'une année de travail quand même, enfin de 11 mois. Et donc, si on ne peut pas se reposer, eh bien, effectivement, c'est normal qu'on arrête les compteurs et que le temps de récupération, parce que le repos, c'est la récupération de la force de travail. Tout le monde a intérêt à ce que la force de travail, c'est excusez-moi, une définition marxiste, mais enfin, la récupération de la force de travail soit au rendez-vous pour la reprise. Vous y avez intérêt en tant qu'employeur et le salarié pour sa santé. Voilà ce que je voulais. Merci beaucoup. Alors, il y a Daniel Chassaing. Oui, je voulais dire un mot par rapport à Raymonde qui est très en forme, mais je voulais quand même lui dire que elle se trompe un petit peu lorsqu'elle lorsqu'elle dit que le volume de travail est par rapport au nombre d'habitants est plus important. Aussi important qu'en Allemagne, en France. Mais non. Ce qui est important, c'est le volume total de travail par rapport au nombre d'habitants. C'est ce qui apporte la richesse. Et nous, par rapport au nombre d'habitants, on a 666 heures de travail, quand l'Allemagne, par rapport, si on divise le volume des heures par le nombre d'habitants, on est à 660 heures, l'Allemagne 730 et la moyenne européenne à 790. Donc c'est ça qui est important, parce que si on avait le même nombre d'heures de travail par habitant qu'en Allemagne, on aurait 90 milliards d'euros de recettes fiscales en plus. Et on serait réglé. Et donc, merci. Et donc je voulais simplement faire, Monsieur le Président, cette petite rectification. J'entends. Je vous laisserai affiner cela. Alors, maintenant, je refais un petit tour de table, mais on va revenir vraiment sur notre sujet principal, assez rapidement. Et en même temps, je vous laisserai comme à travers ça le mot de conclusion. S'il vous plaît, vous finirez le débat. Voilà, d'accord. Et je voulais en même temps, après cette intervention, en même temps que vos interventions, le petit mot de conclusion. Voilà, Monsieur Hulot. Alors, juste deux points pour répondre à votre question finale. Comme je l'ai indiqué, pour la Cour de justice, le salarié ne peut pas être en même temps dans deux causes de suspension différentes de l'exécution du contrat de travail. Donc, ou il est en congé payé, ou il est en arrêt maladie. Donc, dès lors qu'il tombe malade alors qu'il est en congé payé, il ne peut plus rester en congé payé, puisqu'il est dans un congé, si je puis dire, avec un autre objectif, avec une autre finalité, qui est la restauration de son état de santé. Donc ça, la jurisprudence de la Cour de justice est très claire sur le sujet. Évidemment, la Cour de cassation ne peut pas la contester et la remettre en cause. Ce que je voudrais dire de manière plus générale, c'est que, bien sûr, la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui a l'habitude des effets systémiques de ces décisions dans bien des matières depuis longtemps, se préoccupe de l'impact de ces décisions. Nous sommes attentifs aux débats qui existent aussi dans la société française du point de vue économique et social, ça c'est sûr, mais dans les traités européens, il n'y a pas de clause qui permet à une Cour suprême nationale de ne pas faire application du droit de l'Union européenne parce que ça va coûter trop cher. Et ça, et je n'ai vu aucun arrêt de Cour suprême nationale parmi les 27 qui viendrait dire c'est très gentil la règle du droit de l'Union européenne, mais on ne va pas l'appliquer parce que ça va nous coûter trop cher, ou aux finances publiques, ou à nos entreprises. Donc du coup, nous, on est bien obligés de faire application du droit européen tel qu'il existe. Et nos marges de manœuvre, en effet, sont extrêmement limitées. Alors après, le législateur national peut reprendre la main. J'ai un tout petit peu l'impression que dans notre cas de figure, là, sur le report des congés payés, les marges de manœuvre sont plus du côté du droit de la sécurité sociale que du côté du droit du travail, parce que sur la règle elle-même, qui est extrêmement simple, extrêmement claire, je pense que les marges de manœuvre sont faibles. Après, sur la 5e semaine de congé payé, j'ai cherché à voir combien d'États avaient une 5e semaine de congé payé. A priori, si j'ai bien compris, il y en a 11, dont la France, et en revanche 16 parmi les 27 États membres qui en sont restés à la 4e semaine. Alors, nous ne sommes pas tout seuls, mais nous ne sommes pas non plus complètement isolés.
Donc, mais ça ne relève pas de la codexation, ça relève du pouvoir politique en fonction de ses marges de manœuvre. J'ai pu comprendre avec le débat sur les 2 jours de férié, dont la suppression était envisagée, que les marges de manœuvre sont aussi peut-être un peu limitées sur la 5e semaine de congé, mais je n'en dis pas plus. Monsieur Ramin. Non, mais j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Peut-être juste effectivement dire que de notre côté, nous, on est tout à fait preneurs, comme je l'avais indiqué, de pistes de travail que les organisations professionnelles ou d'autres pourraient avoir pour essayer de limiter l'impact ou mieux accompagner la mise en œuvre de ces évolutions que la Chambre sociale, la Cour de cassation, de fait, a remis notre droit en conformité. Moi, s'il y a des marges qui permettent de mieux encadrer l'application de ces principes-là dans le contexte que je disais sur l'évolution des indemnités journalières et plus largement de l'absentéisme en entreprise, évidemment, on est intéressé. On verra aussi encore que des avantages, que sur cette question de l'absentéisme en entreprise également, puisse y avoir une impulsion du dialogue social interprofessionnel qui est évidemment très précieux quand ensuite on doit mener, puisqu'on est quand même dans le domaine quasi exclusivement législatif, des évolutions en la matière. Merci beaucoup. Alors, je vais changer de sens. Pour une fois, je vais donner la parole d'abord à l'NDRH. Merci. Simplement, finalement, en synthétisant un petit peu la question de l'éclairage pour les 4 semaines par rapport à la directive, l'application d'une limite à 15 mois et après que cela tombe, conditionner bien sûr le report des congés payés au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, en nous permettant bien entendu de stopper la subrogation. On a aussi besoin d'avoir l'assurance qu'il puisse y avoir des contrôles à l'étranger en fonction des arrêts. Si on ne peut pas avoir de contrôle, que ce soit effectivement la caisse primaire d'assurance maladie et encore moins de nous, de ne pas prendre en compte ces arrêts maladie. Voilà, bien entendu, sécuriser la notification en ce qui concerne les arrêts transmis, tout ce qui est aujourd'hui les raisons des 48 heures. Nous, on est très sensible à la traçabilité et bien entendu une lutte renforcée contre les arrêts maladie en ligne qui aujourd'hui ne peuvent être que de 3 jours, mais voilà, c'est important. Puisque, donc, en conclusion, nous, on est pour la reconnaissance du caractère de maladie par la CPAM et le règlement des IGSS comme déclencheur pour provoquer le report. Après, on est libre d'être plus favorable, tout en sachant qu'on continuera également à faire nos politiques de santé, qualité de vie au travail. Notre objectif n'est pas qu'une personne ne s'arrête pas et fasse du présentéisme si elle est absente, si elle est malade. Donc, vraiment, nous devons être sur 2 niveaux, contrôler les arrêts non légitimes et en même temps accompagner les personnes qui sont réellement malades pour qu'elles retrouvent la santé. Voilà. Merci beaucoup. Et je termine par le MEDEF. Je joins mes remerciements donc, pour l'organisation de cette table ronde. Je pense que voilà, c'est un sujet important qui est un petit peu poil à gratter pour les entreprises parce que, voilà, je l'indiquais, tout ça s'inscrit dans un contexte qui n'est pas simple pour elles. Alors oui, bien évidemment, tout ne va pas se résoudre par des aménagements du droit du travail. Je pense qu'il y a la question effectivement du droit de la sécurité sociale qui pour nous est très important. C'est pour ça que je fais le lien avec la question du jour de carence d'ordre public, parce que je pense que ça fait partie quand même de la problématique. Donc on est en effet aussi, nous, prêts à négocier avec les organisations syndicales sur ces sujets. Alors certes, il y a certainement des choses à faire en matière d'amélioration des conditions de travail, mais bon, il faut aussi avoir conscience que il y a une augmentation des arrêts, y compris voilà, chez les jeunes populations qui sont a priori quand même moins soumises voilà, à la pénibilité liée voilà, à l'accumulation de conditions de travail exigeantes. Donc voilà, tout ça renvoie aussi à des problématiques qui dépassent le strict cadre de l'entreprise. Voilà, donc, et puis sur les arrêts eux-mêmes, on est encore une fois en train de les analyser. Donc peut-être qu'on viendra avec des questions complémentaires qui seraient voilà, soulevées par nos chefs d'entreprise, et donc on se permettra de les partager avec vous si il apparaît que quand même des aménagements du droit du travail seraient nécessaires pour sécuriser et limiter l'impact pour les entreprises. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci pour votre présence sur un sujet qui, pour nous, était essentiel, ou auquel j'avais invité les organisations d'employeurs, qu'on soit bien clair. Voilà. Et donc, merci beaucoup et merci également pour ces explications et ces précisions.
Vous l'aurez compris, l'évolution des règles en matière de congés payés et d'arrêt maladie est un coup dur pour le patronat, pour les PME notamment. 100% Sénat, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée sur les chaînes parlementaires.